Dans une banlieue calme de Chicago, une injustice raciale insensée a brisé une famille. Jamal Carter, un adolescent noir de 18 ans, a été abattu par la police après un petit vol dans une épicerie, tandis que son complice blanc Ethan Walsh s'en est sorti avec une peine avec sursis. La police a prétendu que Jamal avait résisté à son arrestation, mais il ne faisait que fuir les mains vides, le cœur battant de peur. Ethan, pris sur le fait, n'a fassigne que des menottes, pas de balles. Cette disparité criante a enflammé la mère de Jamal, la juge Aisha Carter, une femme de principe inébranlable. La mort de son fils a révélé un système qui valorise une vie plus qu'une autre, et elle a juré de se battre pour la vérité. Cette tragédie pourrait la briser, mais la détermination d'Aïcha, aiguisée par des années à la barre, promet une bataille qui pourrait ébranler les fondations de la ville. Son combat pour la justice exposera-t-il la pourriture du système, ou lui coûtera-t-il tout? Les rues bruissaient de murmures de manifestations, et le marteau d'Aïcha était prêt à frapper. Les matins d'Aïcha Carter commençaient par le léger tintement de sa tasse de café sur la table en chêne de la cuisine, l'arôme des grains torréfiés se mêlant à l'air frais de Chicago entrant par la fenêtre ouverte. À 45 ans, sa peau châtaine brillait sous la lumière de l'aube, ses cheveux tressés soigneusement glissés sous un foulard de soie. Ses robes de juge étaient l'un rangées dans le placard, mais chez elle, elle n'était qu'une mère. Ses mains calleuses, marquées par des années à tenir un marteau et à essuyer les larmes de Jamal. La petite maison en briques d'Englewood vibrait de souvenirs, les rires de Jamal, ses baskets grinçant sur le parquet, ses rêves d'université épinglés sur le frigo en dessin au crayon. Aïcha sirotait son café, ses yeux noisettes fixant la chaise vide où Jamal s'asseyait autrefois, son cœur alourdi par son absence. Elle l'avait élevée seule, mère célibataire, après la mort de son mari dans un accident de voiture jonglant entre les salles d'audience et les histoires du soir. Sa vie était un funambule entre la quête de paix et la lutte pour la justice, une bataille gravée dans les rides de son visage. Les nouvelles d'hier repassaient dans son esprit, les coups de feu de la police, le corps de Jamal sur le trottoir, la peine clémente d'Ethan. L'injustice brûlait, mais le calme d'Aïcha était un art maîtrisé, affiné en cours. Elle posa la tasse, ses doigts tremblants. Elle voulait le silence pleurer en privé, mais se taire était de la complicité. Jamal méritait mieux. Se levant, elle ajusta son foulard, sa détermination se durcissant. Elle parlerait ce soir à la veillée communautaire, exigeant justice pour son fils. L'épicerie au coin de la 63e rue était une relique éclairée au néon, ses étagères remplies de boîtes de conserve poussiéreuses et de céréales décolorées. Ce soir d'août humide, l'air était lourd du bourdonnement des cigales et du faible scintillement d'une enseigne au-dessus de l'entrée. Jamal Carter et Ethan Walsh, tous deux âgés de 18 ans, s'y glissèrent leurs baskets éraflant le linoléum fissuré. C'était un plan insensé, prendre de la petite monnaie dans la caisse pour acheter des snacks, mais leur rire masquait leur nervosité. Le commis, un vieil homme aux lunettes fines, leva à peine les yeux de son journal. Les garçons, l'un noir l'autre blanc, agirent vite, les mains de Jamal tremblant, en ramassant les pièces Ethan surveillant. Ils furent dehors en quelques secondes, la cloche au-dessus de la porte tintant, alors qu'ils s'enfuyaient dans le crépuscule. Quelques minutes plus tard, des sirènes hurlèrent, déchirant le calme du quartier. 2 voitures de police s'arrêtèrent en crissant devant le magasin, leurs lumières rouges et bleues peignant les murs de briques. Une petite foule se rassembla, des enfants à vélo, une femme serrant un sac d'épicerie, observant avec une curiosité détachée. Les officiers, visages sévères sous leurs casquettes, scrutèrent la Kelola. Jamal et Ethan, repérés à un pâté de maison, se figèrent. Court siffla Ethan, mais Jamal sprintait déjà, le souffle court, le cœur battant. Ethan hésita, puis leva les mains, son visage pâle calme, alors qu'un officier s'approchait. Jamal lui devint la cible. Les cris des officiers. Arrête-main en l'air résonnèrent, mais Jamal courait plus fort, ses baskets claquant sur le trottoir. Il n'était pas armé, n'avait pas résisté, juste couru poussé par l'instinct et la peur. Le premier coup de feu claqua comme un tonnerre, faisant sursauter la foule. Un enfant laissa tomber sa glace, la boule rose fondant sur le trottoir. Le deuxième coup suivit, puis un troisième. Jamal trébucha, son corps s'effondrant près d'une clôture métallique, du sang se répandant sous lui. Les officiers se tenaient au-dessus, radio grésillant, visages impassibles. Il a résisté, marmonna l'un, rengainant son arme. La foule murmura, mais personne n'avança.
Ethan menotté fut conduit à une voiture, ses yeux glissant vers le corps de Jamal, son expression vide. L'absurdité était étouffante, 2 garçons, un crime, mais un seul gisait mort. Les officiers n'avaient pas poursuivi. Ethan n'avait pas sorti leurs armes contre lui. L'indifférence de la foule piquait davantage la façon dont il détournait les yeux, s'éloignait, comme si la mort de Jamal n'était qu'un mardi ordinaire. Aisha Carter apprit la nouvelle par l'appel frénétique d'un voisin. Son téléphone glissa de sa main, s'écrasant sur le sol de la cuisine. Le choc l'engourdit. Ses genoux fléchirent, mais elle se rattrapa au comptoir. Son fils, son unique enfant, partit pour de la petite monnaie. Le rapport de police livré des heures plus tard était un mensonge froid. Le suspect à résister à l'arrestation représentait une menace. Le calme d'Aïcha forgé dans les salles d'audience tint bon, mais ses yeux brûlaient de larmes contenues. Elle imagina le sourire de Jamal, ses rêves désormais volés. Le système qu'elle servait avait trahi son fils, et le monde avait regardé en silence. Elle ne se tairait pas. Que pensez-vous de cette injustice ? Aimez, commentez et abonnez-vous pour rejoindre le combat pour la vérité. Aisha Carter était assise seule dans son salon, le silence pesant sur elle comme un fardeau. La veillée pour Jamal était dans quelques heures, mais son esprit y était déjà ressassant les mots froids du rapport de police. Le suspect a résisté. Ses doigts suivaient le bord d'une photo encadrée sur la table basse. Jamal a 16 ans, souriant dans une toge de diplômé, les yeux brillants de rêve d'école d'ingénieur. Le souvenir brûlait acéré comme une lame traversant le calme qu'elle portait comme une armure. Elle était juge formée à peser les preuves, à chercher la vérité, mais maintenant elle était une mère à vif et blessée, son cœur une ecchymose qui palpitait à chaque souffle. L'injustice de la mort de Jamal n'était pas qu'un dossier. C'était personnel, une trahison du système qu'elle avait juré de défendre. Elle se leva, ses pieds nus froids sur le parquet, et s'approcha de la fenêtre. Dehors, Englewood continuait des enfants à vélo, un camion de livraison grondant le monde indifférent à sa perte. Aïcha se sentait comme un fantôme invisible, son chagrin l'isolant du quartier qu'elle appelait maison depuis des décennies. Elle avait toujours été la forte, la veuve qui avait élevé Jamal seule, la juge qui affrontait la corruption au tribunal. Mais maintenant le doute la rongeait. Pouvait-elle lutter contre cela ? La police, la ville, la foule silencieuse sur les lieux, tous semblaient des complices, un mur d'apathie qu'elle ne pouvait percer. Sa poitrine se serra, sa respiration courte. Elle voulait crier, briser le silence, mais ses lèvres restaient closes, sa retenue de juge la maintenant entière. Les yeux d'Aïcha captèrent un mouvement, une voisine, Madame Thompson, arrosant ses rosiers. Leurs regards se croisèrent brièvement, mais Madame Thompson détourna les yeux, les épaules voûtées, comme si la douleur d'Aïcha était contagieuse. Ce petit geste, cette esquive blessa plus que des mots. Personne n'était venu à sa porte depuis la nouvelle. Pas de plat, pas de condoléances, juste des chuchotements derrière les rideaux. La communauté qu'elle avait servie en tant que juge la fuyait désormais comme si la mort de Jamal la souillait aussi. Elle se souvenait de la foule sur place, leurs yeux détournés, la façon dont ils avaient laissé le mensonge de la police incontesté. L'isolement l'enveloppait comme un brouillard froid et étouffant. Elle s'effondra sur le canapé, ses mains serrant le cadre photo. Le sourire de Jamal semblait l'accuser. « Pourquoi ne m'as-tu pas protégé ?» La culpabilité se mêlait à sa colère, un mélange toxique qui faisait pulser ses tempes. Elle avait appris à Jamal à respecter la loi, à faire confiance au système qu'elle servait. L'avait-elle trahi? Cette pensée était une écharde dans son esprit impossible à retirer. Pourtant, sous la douleur, une étincelle de résilience scintillait. Aïcha avait déjà affronté la perte, la mort de son mari, la lutte pour élever Jamal avec un salaire de juge. Elle avait survécu en luttant, en refusant de plier. Cette fois, l'enjeu était plus grand, mais le feu en elle était le même. La sonnette retentit aiguë et brutale. Aïcha sursauta, son pouce accélérant. Elle posa la photo et s'approcha de la porte, ses mouvements lents, délibérés. Par le Judas, elle vit une jeune femme, peut-être 25 ans, avec un carnet et un sourire nerveux. Une journaliste probablement. Le premier instinct d'Aïcha fut de se détourner, de protéger son chagrin du monde. Mais quelque chose l'arrêta. La veillée ce soir n'était pas seulement pour Jamal. Elle était pour chaque mère ayant perdu un enfant à cause d'un système indifférent. Si elle se taisait, elle ne vaudrait pas mieux que la foule qui avait regardé Jamal mourir. Sa main plana au-dessus de la poignée tremblante. Elle était seule, oui mais pas impuissante.
Sa position, sa voix pouvaient n'en percer le brouillard de l'indifférence. Aïcha ouvrit la porte, son visage composé, mais ses yeux féroces. « Que voulez-vous » demanda-t-elle, sa voix basse ferme. La journaliste bégaya, demandant une déclaration. Le regard d'Aïcha glissa au-delà vers la rue, où Jamal jouait autrefois. La tension dans sa poitrine se resserra, mais elle se redressa, sa détermination durcissant. Elle parlerait pas seulement à la journaliste, mais à la ville, au monde. L'isolement, la douleur, il ne la réduirait pas au silence. La mort de Jamal exigeait un règlement de compte, et elle le livrerait mot après mot. Le centre communautaire était bondé pour la veillée de Jamal, l'air alourdi par l'odeur de cire de bougie et les prières murmurées. Aïcha Carter se tenait au pupitre, sa robe noire contrastant avec la lueur vacillante des bougies tenues par les endeuillés. Ses mains serraient le bord en bois, la stabilisant face à la foule voisins activistes, inconnus, attirés par les nouvelles. Leurs visages se fondaient en une mer d'attente, mais Aïcha ressentait le poids de leurs regards, certains compatissants, d'autres sceptiques. Sa gorge se serra, les mots répétés menaçant de se dissoudre dans le chagrin. Mais elle pensa à Jamal, son rire, ses rêves, son corps sur le trottoir, et sa détermination s'aiguisa comme une lame. « Mesdames et messieurs » commença Aïcha, sa voix basse mais claire, traversant le bourdonnement de la salle. « Mon fils Jamal Carter avait 18 ans. Il a fait une erreur, mais il ne méritait pas de mourir. » La foule se tut, ces mots tombant comme des pierres. Elle décrivit le vol, la poursuite policière, les coups de feu qui avaient impris son fils, tandis qu'Ethan Walsh, son complice blanc, n'écopait que d'une tape sur la main. Des exclamations parcoururent la salle, et Aïcha remarqua un jeune homme au fond, son téléphone levé, diffusant son discours en direct. Bien pensa-t-elle. Que le monde entende. La position d'Aïcha en tant que juge donnait du poids à ses mots, mais c'était sa sincérité brute qui captivait la foule. J'ai passé ma vie à défendre la justice, dit-elle, sa voix s'élevant, mais le système que je sers a échoué avec mon fils. Il échoue avec trop de nos enfants. Elle marqua une pause, son regard balayant la salle, croisant celui d'un conseiller municipal au premier rang. Je ne suis pas seulement une mère en deuil. Je suis juge et je connais la loi. Je vais utiliser tous les outils à ma disposition pour tenir ces officiers responsables. La foule explosa en applaudissements, mais Aïcha leva la main, les faisant taire. Ce n'est pas seulement mon combat, c'est le nôtre. Son action décisive ne fut pas un cri mais un geste calculé. Elle annonça une plainte formelle contre les officiers déposés via son réseau judiciaire, exigeant une enquête indépendante. Elle avait déjà contacté une avocate des droits civiques, Lena Harris, qui se tenait à ses côtés, hochant la tête en solidarité. L'influence d'Aïcha allait au-delà du banc. Elle avait encadré de jeunes avocats siégés à des conseils juridiques et connaissait les décideurs de la ville. Sa plainte n'était pas une supplication. C'était une grenade juridique lancée avec précision pour ébranler les fondations du département de police. La foule murmura, sentant le changement. La douleur d'Aïcha s'était transformée en pouvoir, son isolement en un cri de ralliement. Un jeune allié émergea de la foule, Malik, un activiste de 20 ans qui avait grandi avec Jamal. Il s'approcha du pupitre, ses dreadlocks se balançant, ses yeux ardents. « La juge Carter a raison, dit-il, sa voix tonnant. On ne peut pas laisser ça passer. » Malik révéla qu'il avait organisé une pétition déjà signée par 5000 personnes, exigeant le retrait des badges des officiers. Il avait aussi téléchargé une vidéo du discours d'Aïcha sur les réseaux sociaux, mentionnant les médias locaux. La publication gagnait du terrain, les retweets se propageant comme une traînée de poudre. Aïcha croisa le regard de Malik, un pacte silencieux se formant. Son influence juridique et l'énergie communautaire de Malik formaient une combinaison puissante, une étincelle capable d'enflammer le changement. La salle vibrait de tension, l'air chargé de possibilités. Aïcha sentit le basculement, ses mots, les actions de Malik. La détermination croissante de la foule. Mais le chemin à venir était incertain. Le syndicat de la police était puissant, la politique de la ville trouble. La plainte d'Aïcha pourrait forcer une enquête, mais apporterait, elle, la justice. La pétition de Malik pourrait amplifier la pression, mais ferait-elle plier le système? Elle recula du pupitre, son cœur battant, ses mains fermes. Elle avait fait le premier pas, mais la lutte ne faisait que commencer. Comment Aïcha et ses alliés transformeront-ils ce moment en une justice durable pour Jamal? Les semaines après la veillée furent une tempête de dynamique. Le discours d'Aïcha Carter, amplifié par la vidéo virale de Malik,
avait allumé une mèche à Chicago. Les images granuleuses d'elle debout, la voix ferme mais empreinte de douleur, se répandirent au-delà d'Englewood, accumulant des millions de vues sur les réseaux sociaux. Les hashtags comme Justice pour Jamal devinrent viraux, et les médias des chaînes locales ou nationales reprirent l'histoire. La pression était indéniable, une vague déferlant contre les structures de pouvoir de la ville. La plainte formelle d'Aïcha, soutenue par ses références judiciaires et l'expertise juridique de Lena Harris, força le bureau du maire à agir. Une enquête indépendante fut lancée dirigée par une procureure connue pour son impartialité. L'enquête révéla des couches de mauvaise conduite. Les images des caméras corporelles initialement retenues émergèrent sous la pression publique, montrant Jamal courant main vide, sans menace, dans sa posture. L'affirmation de résistance des officiers s'effondra, leur rapport truffé d'incohérences. L'officier principal, un vétéran avec un historique de plainte, fut suspendu sans salaire, son badge retiré en attendant le procès. Son partenaire fit face à des accusations similaires, usage excessif de la force, falsification de rapports. Le syndicat de la police grogna, mais l'opinion publique, alimentée par des manifestations devant l'hôtel de ville, noya leur défense. La peine avec sursis d'Ethan Walsh fut également scrutée. Un juge rouvrit son dossier citant une disparité raciale. Ethan fut condamné à des travaux d'intérêt général et à une probation, sa clémence n'étant plus une note discrète. Aïcha ressentit le changement dans ses os. Elle entra dans la salle d'audience pour l'audience des officiers, la tête haute, son tailleur noir impeccable. La galerie était pleine d'activistes reporters voisins qui avaient autrefois évité son regard, hochant désormais la tête en signe de respect. Malik était au premier rang, sa pétition comptant maintenant 50 000 signatures, preuve de l'éveil de la communauté. Les officiers se tenaient devant le juge, visage pâle, yeux fuyants. Le témoignage d'Aïcha, livré avec la précision d'une juriste aguerrie, fut accablant. Elle raconta la vie de Jamal, ses rêves, l'absurdité de sa mort. Sa voix ne trembla pas, mais ses mains cachées derrière le banc des témoins se serraient jusqu'à ce que ses ongles mordent ses paumes. Le marteau du juge tomba fixant une date de procès, et la foule expira un relâchement collectif de tension. Devant le tribunal, les caméras flashaient, les micros se tendaient envers Aïcha. Elle parla brièvement ces mots mesurés. C'est un pas vers la justice, mais ce n'est pas la fin. La vie de Jamal comptait. La foule scanda son nom, un rythme résonnant dans la rue. Pour la première fois depuis sa mort, Aïcha sentit une lueur de dignité restaurée, pas seulement pour elle, mais pour son fils. Le système n'avait pas effacé sa douleur, mais il pliait forcé de reconnaître ses failles. Elle croisa le regard de Malik, son hochement un serment silencieux de continuer. Lena Harris à ses côtés murmura: ce n'est que le début. Le procès des officiers des mois plus tard fut un spectacle. Les preuves s'accumulèrent, témoignages, rapports médicaux légaux, les images accablantes des caméras. L'officier principal fut condamné pour homicide involontaire et parjure écopant de 15 ans. Son partenaire reçut 7 ans pour complicité. Les verdicts firent des vagues dans la ville, une rare responsabilité qui déclencha des débats sur la réforme policière. Le département présenta des excuses publiques, un geste creux pour certains, mais une fissure dans le mur du silence institutionnel. Aïcha, dans la salle d'audience, garda un visage composé, mais son cœur battait fort. Elle avait gagné une bataille, pas la guerre, mais la victoire était la sienne, celle de Jamal. Chez elle, Aïcha se tenait dans sa cuisine, la même table en chêne où elle avait pleuré, portant maintenant une pile de lettres de soutien nationaux. Elle sirota son café, le tintement familier de la tasse l'ancrant. La lutte l'avait changée. Ses yeux portaient de nouvelles rides, mais brûlaient d'un but. Elle n'était plus seulement juge ou mère, elle était une voix, une force. La communauté autrefois distante se ralliait à elle, leur silence remplacé par la solidarité. La mémoire de Jamal vivait non dans la tragédie, mais dans la lutte pour la justice. Que ferez-vous pour garder l'héritage de Jamal vivant? Partagez vos pensées ci-dessous. Aïcha Carter se tenait dans son jardin, le soleil d'automne tardif, projetant de longues ombres sur l'herbe sèche. Les condamnations des officiers étaient un triomphe, un rare moment où le système pliait sous le poids de la vérité. Pourtant, en serrant une photo fanée de Jamal, sa victoire semblait creuse comme une chanson inachevée. Les acclamations du tribunal ne pouvaient y combler le silence de sa maison, où les baskets de Jamal restaient près de la porte couverte de poussière. Sa lutte avait restauré sa dignité, mais à un coup qui rongeait son âme. Sa santé s'était fragilisée, les nuits sans sommeil, laissant des cernes sous ses yeux,
Et le stress resserrait sa poitrine, un avertissement de son médecin de ralentir. Sa réputation, autrefois intouchable, portait désormais des murmures. Certains collègues la disaient biaisée, une juge trop personnelle dans sa croisade. Le soutien de la communauté était une bouée, mais il ne remplaçait pas les proches perdus dans sa cause. De vieux amis méfiants de son nouvel activisme s'éloignaient à leurs appels sans réponse, leurs visites rares. Aïcha avait gagné des alliés, Malik Lena, les milliers qui signaient si des pétitions, mais l'intimité de son ancienne vie était une victime de son combat. Elle avait troqué la paix pour la justice, un choix qui la laissait fière et terriblement seule. Les médias la saluaient, comme une héroïne, mais la nuit elle n'était qu'une mère hantée par l'absence de Jamal, se demandant si elle aurait pu le sauver. La justice compris, elle était un bord déchiqueté, jamais lisse, jamais complète. Les officiers étaient en prison, mais le système qui les avait habilités tenait encore ses racines profondes et emmêlées. La plainte d'Aïcha avait déclenché une enquête, mais les changements de politique étaient lents englués dans la bureaucratie. Elle avait gagné une bataille, mais la guerre pour l'égalité était sans fin. Son cœur portait le poids de la perte et l'étincelle de la défiance. Elle s'était battue pour Jamal, et cela suffisait à la tenir debout même si ses genoux tremblaient. Aïcha s'agenouilla posant la photo contre un petit rosier planté pour Jamal. Les pétales touchés par le givre reflétaient son espoir fragile. Elle murmura son nom, une promesse de continuer non pour la gloire mais pour lui. La justice n'était pas parfaite, mais elle valait les cicatrices. Les répercussions du combat d'Aïcha Carter s'étendirent au-delà du tribunal. Les condamnations des officiers poussèrent Chicago à agir. Le conseil municipal adopta une loi de réforme policière imposant la transparence des caméras corporelles et des formations à la désescalade. Une task force étatique lança des enquêtes sur les anciens cas de mauvaise conduite, révélant des schémas de biais raciaux. La pétition de Malik devint un mouvement populaire avec des forums communautaires exigeant des comptes. Les médias nationaux amplifièrent l'histoire, déclenchant des campagnes de signature pour un contrôle fédéral des pratiques policières. Le nom d'Aïcha devint un phare, son courage inspirant manifestations et débats politiques à travers le pays. Elle fut honorée lors d'un gala municipal, une plaque scintillant sous les lustres, mais Aïcha choisit une voie plus discrète. Elle retourna à son banc jugeant avec un nouveau dessin guidant de jeunes avocats à défier l'injustice. Sa maison, autrefois un sanctuaire de chagrin, accueillait désormais des réunions communautaires, des voix s'élevant autour de café et d'espoir. Elle ne cherchait pas les projecteurs. La paix résidait dans le travail, dans la préservation de la mémoire de Jamal à travers le changement. Par un matin frais, Aïcha balayait son jardin, les poils du balai murmurant contre le chemin de pierre. Elle s'arrêta près du rosier dédié à Jamal, ses fleurs défiant le froid. Posant une fleur blanche à sa base, elle sourit doucement en ressentant la force de la communauté derrière elle. Elle marcha vers un parc voisin, rejoignant des voisins plantant des arbres au nom de Jamal, leur rire se mêlant au bruissement des feuilles, un symbole de racines grandissant ensemble. Le combat d'Aïcha Carter pour Jamal était plus qu'un cri de mère. C'était une torche transmise à la prochaine génération. Son courage a transformé le chagrin en mouvement, son intégrité, un modèle pour tenir tête à l'injustice. Elle a montré qu'une voix ancrée dans la vérité pouvait ébranler les fondations d'une ville. Maintenant la question résonne, que ferez-vous après avoir entendu cette histoire? Parlerez-vous quand le silence est plus facile? Défierez-vous les systèmes qui abandonnent les vulnérables? Ou porterez-vous le nom de Jamal dans votre propre lutte pour ce qui est juste? Chaque pas compte une pétition, une conversation, un vote. Le courage n'est pas bruyant. C'est la résolution discrète d'agir même face à des obstacles immenses. L'héritage d'Aïcha vit dans le rosier fleuri de son jardin, dans les arbres plantés au nom de Jamal, dans les lois remodelées par sa défiance. Elle nous a appris que la justice est un relais, chaque coureur passant le témoin au suivant. De jeunes activistes comme Malik, inspirés par elle, courent déjà leur voix s'élevant. Vous aussi, vous pouvez les rejoindre pour que la mort de Jamal ne soit pas vaine. Comme Aïcha l'a dit, la justice n'est pas une destination. C'est un voyage que nous faisons ensemble pas à pas dans la douleur. Laissez ces mots vous guider. Battez-vous pour ce qui est juste, non pour les applaudissements, mais pour ceux qui ne peuvent pas. Aimez, partagez, commentez, et abonnez-vous pour garder cette histoire vivante et inspirer le changement.